Bonsoir et bienvenue à la plénière du conseil de quartier d'Ido Plaisance Porte de Vambre. Nous sommes le mardi 15 décembre 2020. Voilà, le conseil de quartier, qu'est-ce que c'est? Pour réagir à des mails que nous avons reçus, nous ne sommes pas un organe de communication de la mairie ou de quelconque parti politique, association, quelque structure. Nous sommes des habitants concernés, impliqués dans la vie de notre quartier. Et nous, voilà, nous travaillons en relative autonomie, on va dire ça comme ça. Voilà, donc parmi nous, il y a des conseillers, des habitants, et nos plénières sont ouvertes à toutes et à tous. Quelques règles de fonctionnement, on a un ordre du jour que vous avez vu ou pas, donc on essaie de laisser les gens qui présentent des choses finir ce qu'ils ont à présenter, et il y a toujours un moment pour réagir à ce qu'ils ont dit après. C'est Étienne ce soir qui donnera la main aux gens qui veulent parler, donc il y a une fonction en bas à gauche de votre écran pour lever la main, pour manifester votre envie de parler. Donc c'est Étienne qui distribuera le micro ce soir. Voilà. Je vous souhaite à tous une bonne soirée et la vidéo sera disponible sur YouTube rapidement. Le thème ce soir est issu du fait qu'on a eu pas mal de remontées sur des faits de sécurité dans le quartier. Et donc le comité d'animation a décidé qu'il était temps d'aborder le sujet. Voilà, notamment avec mon camarade conseiller Thierry Omeshka. Nous voulons voilà, discuter un peu de la sécurité ce soir avec donc Thierry et aussi présent en direct des locaux de la mairie le commissaire Sébastien Bieler. Thierry? Oui, vous m'entendez bien? Est-ce que vous m'entendez? Nous t'entendons bien. Oui, 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 bonsoir à toutes et à tous, bonsoir à l'équipe municipale présente et bonsoir monsieur le commissaire. Donc Bonsoir effectivement, à toutes et à tous. pardon? Je répondais bonsoir à toutes et à tous. Oui. Voilà, et je disais que les habitants du 14e et nous-mêmes avons assisté à une montée inquiétante des phénomènes de bandes, des bagarres entre bandes, que ce soit effectivement des bandes inter 14e ou avec des bandes de quartiers limitrophes. Je fais référence notamment à Montrouge. Alors souvent, les motifs sont liés effectivement, comme je viens de le dire, à l'appartenance à des bandes ou alors au trafic. La première question que je souhaiterais vous poser, monsieur le commissaire, c'est y a-t-il une augmentation du trafic de drogue dans le 14e qui pourrait expliquer ces phénomènes? Et si oui, aujourd'hui, qu'est-ce qui est fait pour freiner ce développement des différents trafics? Seconde question, elle a trait aux violences urbaines que nous avons rencontrées notamment le 13 et 14 juillet dernier, où là, effectivement, les forces de police ont été visées à coups de mortier et jusque à la rue Guido, boulevard Brune, dans des quartiers où habituellement on n'avait pas l'habitude de voir ce genre de phénomène arriver en des périodes festives. Et bien sûr se pose la question des fêtes de fin d'année avec le couvre-feu qui va être mis en place le 31 décembre. Et on voulait savoir effectivement est-ce qu'un dispositif particulier est prévu pour éviter les débordements et ainsi pouvoir assurer les 14e et les 14e. On m'a demandé également, et là c'est pas une question, de vous remercier, et moi je le fais également en tant qu'habitant du quartier, remercier vos équipes suite à la tentative de cambriolage qui avait eu lieu le 24 novembre dernier au bar tabac Le Marigny, où là effectivement l'intervention policière, du moins au niveau de l'enquête, a été extrêmement efficace, puisqu'aujourd'hui, l'auteur des faits est en détention provisoire. Donc, on m'a demandé à ce que je vous remercie et remercier vos équipes. Et moi, je le fais en tant qu'habitant du quartier.
Très bien. Voilà pour les questions, monsieur le commissaire. Je vous remercie. Est-ce que tout le monde m'entend? Oui, oui, nous vous entendons. Bon, oui, c'est bon. Pour les remerciements, naturellement, je les transmettrai. Je les transmettrai d'autant plus que si l'enquête policièrement a été confiée à la police judiciaire, c'est effectivement les effectifs du 14e arrondissement qui ont joué un rôle déterminant dans son élucidation, sans rentrer dans les détails. Et donc, je serai le premier à leur transmettre vos remerciements. Alors, pour répondre Allô? Ouais, à tu vos sais que deux c'est la plénière, là, questions, je commencerai pourquoi tu d'abord m'appelles? par les violences urbaines, parce que effectivement, les violences Va des sur le 13 groupe et Facebook, 14 il y a le lien juillet, partout. Va sur la page je les Facebook du connais conseil bien de parce que quartier. pour le coup, j'étais Tout de là. suite. Je n'étais pas encore dans le 14e, mais j'étais commissaire de permanence pour le 3e district. Et effectivement, je suis venu en renfort des effectifs du 14e arrondissement avec des CRS à hauteur du boulevard Brune et à hauteur de la rue de Gergovie. Voilà, lieu que je ne connaissais pas encore. Je n'ai pas la prétention de les connaître forcément très bien, parce que je vous le rappelle, je ne suis en poste que depuis un mois. Mais je sais déjà par mes équipes que ce sont des lieux sur lesquels on a une attention particulière, une présence particulière, et pour laquelle, naturellement, parmi les quartiers de l'arrondissement, on y est très attentif. Sur les violences urbaines, effectivement, elles étaient d'une certaine violence, hein, parce que j'ai moi-même été visé par les mortiers, donc c'est pas des on-dit. Je vois bien ce que vous voulez dire. Ça a été un phénomène, les 13 et 14, assez important. Euh, pour le 31, naturellement, sans spécialement le redouter, mais on peut imaginer que certains veuillent rééditer ce genre de méfaits. Le dispositif n'est pas encore arrêté. Pour le commissariat, il y a toujours un renforcement du nombre d'effectifs présents. Il n'y a pas que les effectifs de la nuit. On décale un certain nombre d'effectifs de manière à pouvoir contrôler et faire des sécurisations sur les différents points de l'arrondissement. Ce sera encore le cas cette année parce que, en dépit du couvre-feu, on peut imaginer qu'il y aura des personnes qui seront tentées de ne pas forcément le respecter, et donc il y aura des policiers pour le faire respecter. Donc voilà. Pour le premier niveau, ça va être naturellement le commissariat. Le deuxième niveau, c'est au niveau du district, c'est toute la partie gauche, la rive gauche de Paris, où on a les différents quartiers qui viennent là aussi nous prêter main forte en cas de besoin. Et le niveau supérieur, c'est les forces de la réserve nationale, comme on dit, c'est-à-dire CRS ou gendarmes mobiles. Je me permets de dire, puisqu'on a échangé avec Madame le maire, qu'il y a une demande qui a été faite en ce sens. Il est encore trop tôt pour le dire, mais de manière à ce qu'on ait effectivement des effectifs type CRS ou force mobile d'une manière générale sur la rive gauche et en mesure de se projeter dans le 14e pour assurer la sécurisation. Naturellement, on tient toujours compte des précédents, si j'ose dire. Donc, naturellement, ce qui s'est passé dans le 13e, dans le 14e, dans le 15e, voilà, nous sert pour les jours qui sont réputés festifs, mais qui donnent souvent lieu à des débordements. Voilà. Par ailleurs, on a malgré tout à la préfecture de police aussi des dispositifs, et si la situation le nécessite, il y aura des moyens qui peuvent être envoyés sur le secteur. J'espère que j'ai répondu, en tout cas, sur les premiers éléments que je peux avoir, en tout cas, sur le dispositif destiné à prévenir les violences urbaines de cette fin d'année. S'agissant du trafic ou des trafics de drogue, s'agissant des chiffres, je ne vais pas tellement vous abreuver de chiffres pour une raison simple. D'abord, c'est que les chiffres de 2020 sont particulièrement difficiles à analyser. Le confinement a eu un impact considérable sur toute la délinquance de voie publique. En réalité, si on compare les chiffres, on aurait une baisse dans toute une série de catégories. Mais ça n'empêche que
ce qui nous révèle la délinquance, ce ne sont pas que les chiffres, c'est aussi le ressenti. Les trafics, effectivement, en tout cas les trafics. Disons qu'il y a un certain nombre de personnes qui s'adonnent à des trafics. En matière de stupéfiants, c'est quand même beaucoup l'action des services qui permettent de révéler le trafic. Donc, les chiffres, ils montrent surtout notre implication. Sachez qu'on travaille sur un certain nombre de points en liaison avec la police judiciaire pour la partie vraiment traitement procédural d'un trafic de stupéfiants quand on en a la certitude. En tout cas, il y a des investigations pour en acquérir la certitude et c'est assez long et assez fastidieux. Le commissariat, quant à lui, a deux niveaux de réponse. Le premier niveau qui est de naturellement être le plus présent possible pour procéder à des contrôles et à interpeller et des usagers et ou surtout des revendeurs, des petits revendeurs. Et puis, par ailleurs, de mener des enquêtes un petit peu plus longues. Et ça a encore été le cas dernièrement où on a interpellé 3 personnes qui se livraient à du trafic et dont 2 d'entre elles ont été déférées. Voilà à peu près ce que je peux vous dire sur les trafics. Et je m'en excuse par avance, mais vous l'imaginez, je n'ai pas encore un recul forcément très suffisant sur le phénomène que j'appréhende depuis mon arrivée il y a un mois. Thierry, j'avais d'autres questions sur cette partie-là? Non, pas Ok. pour le moment. Voilà, je vois qu'il y a beaucoup de gens qui vont intervenir. Moi, je vais juste poser une petite question relative aux relations entre la police et les habitants. L'image de la police ces derniers temps n'est pas au beau fixe. Est-ce que vous avez prévu des choses pour rapprocher la police des habitants? Alors, oui, effectivement, il y a forcément du fait de l'actualité, une image qui peut être altérée, même si globalement, j'ai l'impression que dans le 14e, les relations avec la population sont plutôt bonnes. Souvent, quand on nous croise, on déplore que ce ne soit pas assez fréquent. Et donc, dans le cadre de la police de sécurité du quotidien, ce qui est destiné à faire renforcer ce lien, c'est précisément la présence d'effectifs en tenue, visibles, non pas dans des véhicules, mais à vélo, ou en tout cas qui ont pour instruction de descendre de leur véhicule et de venir en contact le plus possible. Donc ça, j'espère qu'on pourra amplifier le mouvement. Ça me paraît indispensable. Après, sur le lien direct, sur le lien avec la population, je, on a une mission prévention, communication au commissariat, des fonctionnaires qui sont justement dédiés à recevoir les doléances et qui sont aussi là pour faire le lien, qui sont le point d'entrée de la population avec le commissariat et que vous pouvez solliciter pour, pour signaler tous les événements qui vous paraissent dignes d'être portés à notre connaissance. Je rappelle quand même qu'en cas d'urgence, il faut utiliser le 17. Je le précise parce que il arrive parfois qu'on utilise une adresse mail pour nous signaler quelque chose qui aurait mérité une action plus rapide. Et il n'y a pas forcément quelqu'un H24 derrière la boîte mail. Voilà. Mais il y a des actions qui sont prévues, notamment nous allons reproduire l'enquête sur la qualité du lien police-population
de manière à ce que justement vous puissiez exprimer vos attentes, vos ressentis, vos doléances. Donc, je solliciterai sans doute la mairie pour faire connaître cette enquête de manière à ce que vous puissiez. C'est un questionnaire auquel vous pouvez accepter de répondre et qui justement a pour vocation, après un traitement par une université, hein, c'est pas la police qui fait dans l'autosatisfaction, qui analyse. On est vraiment dans une démarche qui a pour but de vous donner la parole. Donc il faut la prendre, il faut exprimer ce qu'on a exprimé, et puis après je reviendrai vers vous pour débriefer les résultats qui auront été portés. Merci. Puisque je ne vois pas Didier Antonelli parmi les participants pour l'instant, je l'ai raté. Thierry, Bonjour, bonsoir, Elliot, ah si, pardon. Elliot de Faramond. Pardon, je suis à la mairie avec monsieur le commissaire. Déjà, merci beaucoup d'être présent et d'avoir répondu aux questions du conseil de quartier. Je pense que c'était voilà, il y a plusieurs interrogations qui remontaient, notamment depuis les incidents de juillet. Mais c'est vrai que la mairie travaille main dans la main avec le commissariat. Voilà, pour aussi rapprocher la police et les habitants, et puis œuvrer aussi pour voilà, faire que les différents quartiers du 14e puissent voilà, être tranquilles et qu'il y ait une bonne qualité de vie entre habitants, et puis aussi voilà, position de respect, de proximité avec les forces de police. Et je pense, comme l'a rappelé monsieur le commissaire, que ça passe aussi par là, par une présence renforcée, permanente, mais une présence voilà, diffuse dans le temps. Et puis c'est en allant au contact que je pense que les choses s'amélioreront. Voilà, je vous laisse poursuivre. Donc voilà, je crois que Thierry avait des questions concernant la police municipale, et après on laissera parler tous les habitants et conseillers qui souhaitent poser des questions, donc soit au commissaire Bieler, soit à Didier Antonelli. Thierry? Oui, du coup, l'adjoint maire chargé de la sécurité n'est pas là, donc c'est vous qui allez répondre. Qui est-ce qui répond aux questions? On va les noter et puis si on peut répondre, on va répondre. Voilà. Et puis sinon, on vous transmettra les réponses par écrit. Sinon. Oui, donc les questions concernent la police municipale. Déjà, quelle est votre vision sur les missions de la police municipale, telle que vous la voyez sur le 14e? Qu'en est-il de l'armement des policiers municipaux? Puisque donc aux dernières positions, nous sommes sur des agents qui ne sont pas dotés d'armes létales. Une fois que effectivement on regarde les différentes missions qui aujourd'hui sont allouées à la police municipale, parce que bon, j'ai fait des recherches. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui la mission de la police municipale est en adéquation avec les attentes des 14e et des 14e? Alors, juste une précision, lorsque je disais effectivement les agents ne seront pas armés, n'auront pas d'armes létales, quand il y a eu la tentative de cambriolage, il y avait des agents municipaux qui n'étaient pas très loin, hein, ils étaient à quelques mètres près du marché, pardon. Donc là, en fait, ils sont incapables d'intervenir sur ce genre d'incident qui aurait pu effectivement, si les buralistes n'étaient pas vraiment bien équipés d'un système de sécurité, aurait pu effectivement être dramatique. Sans compter qu'on a vu que dans certaines villes, il y a eu des interventions capitales des policiers municipaux et qui ont évité l'aggravation de drames, notamment en matière de terrorisme. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport aux questions que je viens de vous poser?
Oui, sur alors la police municipale, son objectif principal reste d'être une police de proximité. Euh, pour cela, on va avoir une augmentation des effectifs sensibles jusqu'à 5 000 agents qui seront formés par la ville de Paris, si je me trompe pas, et qui permettra donc d'avoir une présence accrue au contact des habitants et donc en même temps, donc c'est-à-dire recréer du lien et en même temps avoir un aspect dissuasion aussi par une présence physique sur les différents lieux du 14e, et également aussi une fonction de verbalisation des incivilités sur l'espace public. Après, sur la question, est-ce que la police sera armée ou non? Non, elle ne sera pas armée. Pas d'armes létales. Pas d'armes létales en tout cas. Excusez-moi, je crois qu'il y a quelqu'un qui a lancé un film. C'est bon. Pas d'armes létales en tout cas. Et parce que ça répond aussi voilà, à cette volonté de proximité et ce qui a été acté en Conseil de Paris. Donc on est sur une police non armée. Ce qui ne remet absolument pas en cause la capacité d'action de cette police municipale. Après, il faut bien aussi se rendre compte que on a des objectifs différents avec cette police municipale que l'action de la police nationale. Et je pense que ces deux actions sont complémentaires, mais je laisse Monsieur le Commissaire aussi compléter sur ce point. Oui. Alors, naturellement, moi, je n'ai pas d'éléments et encore moins d'avis sur ce qui sera fait de la police municipale. C'est naturellement une décision d'abord du législateur, c'est une modification de la loi qui créera la possibilité d'une police municipale à Paris, puisque jusqu'à présent, une immense majorité de ces pouvoirs étaient exercés par la préfecture de police. Ce qui est important de noter, c'est que dans les circonscriptions où il y a une police nationale et une police municipale, on travaille dans le cadre d'une convention avec des domaines qui sont effectivement un petit peu différents. La police municipale, effectivement, est une police destinée davantage à assurer la tranquillité, à renforcer la proximité avec les citoyens. À ce titre, effectivement, les maires ont la possibilité ou pas, selon la situation, de décider de la nécessité de son armement ou pas. Une fois encore, c'est un débat politique sur lequel je n'ai, moi, techniquement, pas de remarques à faire. Il est évident, néanmoins, que une police armée ou une police non armée, on ne travaille pas sur le même type de situation. Et dans la situation que vous évoquez, une police municipale... Il n'y aura pas la même approche. Pardon ? Je disais, il n'y aura pas la même approche, effectivement. Absolument, mais pour le coup, c'est une vraie option politique de savoir pourquoi on veut faire une police municipale. Ça, c'est une fois encore, c'est pas mon domaine de compétence. Mais il est vrai, pour reprendre l'exemple que vous avez donné, qu'une police municipale qui ne serait pas armée, pas formée ou pas habituée à un maniement des armes, la situation que vous avez décrite, il n'est pas souhaitable qu'elle intervienne et il est souhaitable qu'elle nous appelle et que nous puissions intervenir. Voilà. Mais dans l'immense majorité des cas, j'ai travaillé dans des circonscriptions qui avaient des options un petit peu différentes, mais en fait, les choses sont réglées dans le cadre de la convention. Et puis, le but, c'est vraiment de nouer une vraie complémentarité, de manière à ce que la police municipale soit présente là où la mairie estime qu'il faut renforcer une visibilité, une présence. Et nous sommes présents ailleurs, sur la voie publique, pour assurer la lutte contre la délinquance et contre la criminalité. Voilà ce que je pouvais apporter comme petits éléments. Merci beaucoup. Et peut-être pour recompléter mes précédents propos, c'est vrai que cette police aussi, au-delà de la proximité, voilà, aura aussi pour mission d'accompagner la transformation de la ville et notamment les mobilités douces.
Et donc, elle aura en ce sens des missions de régulation des déplacements, de sécurité routière et puis de Distribution de préserver PV. l'usage, de préserver le bon usage des couloirs de bus, pistes cyclables, trottoirs, et puis la bonne répartition et séparation des différentes aires adaptées à chaque mobilité. Génial. Bon, bah maintenant, le moment que beaucoup attendent, c'est celui de la parole aux habitants pour parler donc au commissaire Bieler. C'est Étienne qui va modérer cette partie de la discussion. Donc, Étienne, à qui la main? Oui, alors c'est Audrey qui avait levé la main en première. Donc Audrey, si tu veux poser ta question. Bonsoir, merci de me donner la parole. Alors, le sujet concerne les moyens qui vont être mis en place au 31 décembre. Je pense qu'il concerne plus la mairie que le commissaire, mais en même temps, il pourra aussi nous donner certainement son avis. Il y a 2 ans, 14 juillet, comme il y avait eu déjà des antécédents assez compliqués dans les mois qui avaient précédé, la mairie avait fait le choix d'utiliser aussi des entreprises de sécurité privée dans les quartiers, plus en termes dissuasifs. Est-ce que c'est quelque chose qui sera réitéré pour le 31 décembre prochain? Juste avant de laisser la parole à Monsieur le commissaire, je suis très étonné d'entendre que la mairie aurait engagé du personnel de sécurité privée à l'occasion d'un 31 décembre. Alors, Alors naturellement, je ne sais pas ce qui s'est passé il y a 2 ans, mais je suis moi-même étonné, une fois encore. Les sociétés privées, si elles ont été engagées, elles ont pu l'être peut-être par des bailleurs privés éventuellement, mais d'une manière générale, sur la voie publique, les entreprises privées n'interviennent pas pour assurer des sécurisations même dans des moments qui peuvent être réputés difficiles. Donc, je suis un peu, un peu perplexe sur la question. Je vous dis, ce qui me vient à l'esprit, c'est qu'il s'agissait peut-être d'entreprises privées engagées par des bailleurs sur leur domaine. Ça, c'est effectivement possible. Mais au-delà de ce domaine, quand on est sur le domaine public, soit il y a les agents de la DPSP, soit il y a des agents de la préfecture de police. Mais à mon sens, ce sont les seuls qui sont autorisés et habilités à assurer la sécurité sur la voie publique. J'en ai terminé. Bien content de le savoir, effectivement, parce que c'est vrai que si c'est des services privés, tout de suite, on n'aura pas la même. On se sentira moins sécurisé, on va dire. D'accord. Ensuite. Tu veux réagir, Audrey, du coup? Parce que j'ai vu que tu parlais tout à l'heure, mais ton micro était coupé. Non, j'écoutais. Merci en tout cas pour cette réponse. C'était bien, oui, des entreprises de sécurité qui juste tournaient avec leurs chiens. Alors, c'était peut-être fait en lien avec les bailleurs, effectivement. Je dois dire que je me souviens plus exactement. Enfin, comme en même temps, le bailleur, c'est la RIVP, c'est aussi la ville de Paris. Donc, les choses se rebouclent. Mais effectivement, c'était bien des agents de sécurité privés avec des gros chiens qui étaient là. En fait, le seul fait de leur présence était très dissuasif, en fait. Ils n'ont pas fait d'action de sécurité parce qu'en fait, du coup, ça déplace les phénomènes de bande ailleurs, en fait. Mais là, je rejoins la remarque de Zoubir, Zoubir Ghanem, bonjour Zoubir, dans le chat, et je pense effectivement que ça devait être le GPIS de ce que vous décrivez. Non, pas du tout. Je connais aussi pour avoir beaucoup travaillé avec la RIVP, c'était vraiment un dispositif spécial. Mais bon, c'est pas grave, on va pas s'étaler. En tout cas, est-ce qu'il est prévu alors avec le GPIS des choses ou avec les bailleurs, justement? Est-ce que dans ces quartiers, dans ce quartier, il y en a pas mal? Est-ce que ça a été anticipé ou pas au niveau de la mairie? On va demander aux bailleurs s'ils ont prévu effectivement une augmentation des effectifs pour ce jour-là et pour la période, plus généralement.
Merci en tout cas de vos réponses. Du coup, on peut passer. Moi, j'avais noté. Bénard, tu avais levé la main tout à l'heure. Tu l'as baissé. Est-ce que tu as une question ou c'est une erreur? Bon, je vais considérer que c'est une erreur. Ok. Bon, bah, du coup, Benjamin, tu avais une question. Juste, je vous rappelle les règles, hein. Si vous avez une question, utilisez l'icône en bas à gauche et puis on vous laissera la parole. Oui, bonsoir, monsieur le commissaire. Au premier conseil d'arrondissement de la rentrée de septembre, il avait été évoqué donc les problèmes de cet été du 13, 14 et 15 juillet. Et apparemment, il devait y avoir des actions de prévention dans les établissements scolaires sur les dangers de l'utilisation des feux d'artifice et notamment des mortiers. Par contre, d'après mes informations, il n'y a toujours pas eu ces actions de prévention dans les collèges. Et est-ce que vous avez une idée de quand ça se fera ou pas? Bonsoir, c'est Zoubir Ghanem. J'aimerais juste intervenir, excusez-moi. Alors par rapport à ça, Benjamin, effectivement, ça a été évoqué et c'est effectivement quelque chose qui va être mis en place. Concernant ces actions de prévention, ça va être des actions de prévention qui vont être mises en place effectivement dans les collèges et lycées de l'arrondissement. Et ça va être mis en place effectivement en amont du 13 et 14 juillet, puisque ces actions qui concernent notamment l'usage de pétards, etc., de mortiers, etc. C'est surtout, notamment aux alentours du 13, 14 juillet, etc., cette période-là qui est effectivement très critique et qui a connu des incidents graves l'été dernier. Et du coup, effectivement, ça va être mis en place, mais ça va pas être mis en place dans l'immédiat, puisque ça va être mis en place pour que ce soit efficace. Ça va être mis en place quelques mois avant le 14 juillet, quelques semaines avant le 14 juillet. Ça va être quelque chose qui va être mis en place notamment, on va dire à peu près au printemps. Donc c'est tout à fait normal que pour le moment, il n'y ait pas encore d'action qui a été mise en place, mais c'est bien en cours, c'est bien en préparation et ça va bien être fait. Voilà. D'accord, merci. Personne suivante, Étienne? Personne suivante, Étienne, peut-être? Du coup, Zoubir, tu avais levé la main pour cette intervention-là ou tu as... Oui, c'était pour ça, pardon. Du coup, Ok. j'ai baissé la main, excusez-moi. Très bien. Parfait. Je vois qu'il y a M. Bazé aussi qui a levé la main. M. Bazé. Martine? Tu nous entends? Bah, du coup, pendant ce temps, je donne la parole à Mimi Roro-Michel. On va essayer. Michel? Vas-y, parle, Michel. Je sais pas si On t'entend. si on m'entend. Ah, ça remarche. Non, parce que j'ai des problèmes d'accessibilité sous Firefox. Donc bon, à la fin, tu couperas mon micro toi-même parce que je vais pas y arriver. Ouais, Ok. je me serais bien plutôt adressé au commissaire. Il est là, vas-y, Michel. Bonsoir, je vous remercie de votre présence. Franchement, sincèrement, je vous remercie de me faire l'honneur de votre présence. Je pense de mémoire, c'est la première fois. Ce sujet a souvent été occulté ou bon, été très tabou pendant de très nombreuses années, politiquement ou dans les conseils de quartier. Donc, je profite de votre présence pour avoir la chance de poser une petite question. Ce serait plus général, c'est-à-dire pour sortir un peu des postures de part et d'autre, des sentiments d'insécurité ou d'insécurité. Moi, j'habite le quartier, le sud du 14e, donc Port-de-Vent, depuis 40 ans. Donc, j'ai vu évoluer quand même les parents, les enfants. Et du fait de mon handicap, je suis beaucoup abordé dans la rue, je parle à beaucoup de gens.
Et les enfants me connaissent parce que soit je discute avec, soit je connais leurs parents, soit je les connais un petit peu. Bon. Donc, je suis pas objectif pour pouvoir juger de mon côté. Je suis pas concerné par l'insécurité, pas vraiment. Je ne suis pas confronté parce que je suis un homme, parce que je connais le quartier, les gens et que je suis handicapé. Mais je parle à beaucoup de gens qui n'ont pas forcément ce même regard. Donc, et j'entends tout le contraire, évidemment. Les postures circulent, il n'y a rien à voir, et de l'autre côté, l'inverse. Bon, c'est habituel dans ce sujet. Mais donc, moi, je voulais connaître un peu votre regard général sur plusieurs années, puisque vous étiez dans le 5e, 6e, si j'ai bien compris, juste avant, ou dans la région en tout cas. Donc, vous discutez avec vos équipes. Je pense que vous avez pris un peu le bilan, vous avez regardé un petit peu les données sur plusieurs années. Bon, là, c'est une période spéciale, d'accord. Il y a une montée des chiffres. Bon, les chiffres, on leur fait dire un peu tout ce qu'on veut aussi. Bon. Donc, moi, je voudrais votre regard, en dehors de quelques cas de faits divers, évidemment, plutôt sur un plan général, sur vos interventions, sur ce que vous ressentez dans vos interventions, que ce soit pas forcément dans des cas graves, hein, des montées d'insécurité ou pas, des problèmes de voisinage que moi je vois assez régulièrement autour de chez moi, des conflits, voilà, de personnes, la montée, parce que bon, il faut quand même être lucide. Depuis 20-30 ans, le quartier, c'est quand même bon, la mixité sociale, c'est une tarte à la crème. On entend ça tous les mois au Conseil de Paris. C'est dans tous les discours, mais bon, dans la pratique, c'est très ghettoisé, comme on dit. On y a parqué toute la misère, tous les gens en difficulté, les migrants, réguliers ou pas, peu importe. Donc moi, je voudrais votre sentiment sur ce climat un peu. Moi, je vous dis, un sentiment. J'ai pas de mon côté, j'ai pas ce sentiment d'insécurité, puisque je vous ai donné raison. Mais j'ai comme l'impression d'un sentiment d'insécurité quand j'écoute les autres, en tout cas les femmes. Et je comprends ce sentiment, parce que moi, quand je me balade dans les rues, je suis abordé, je m'en sors très bien, je sais parler aux jeunes, je sais parler aux vieux. Bon, je suis à l'aise. Mais j'essaie de me mettre dans la situation des autres. Donc, je vois, vous, objectivement, comment vous voyez, avec votre regard de policier, sur le climat général, quoi, sur plusieurs années, quoi, en sortant de quelques faits divers, bon, médiatiques, évidemment. Voilà, donc c'est un peu ça, profiter de votre présence, cette chance qu'on a de vous avoir pour avoir, voilà, vous, sur des données objectives, sur comment ça se passe, les rapports familiaux, les problèmes de locataires, les problèmes, voilà, auxquels vous êtes confrontés quotidiennement, dont on ne parle jamais, quoi. Donc, voilà, c'est un peu le sens de mon intervention, de ma question. Bon, comme je vous ai indiqué, je peux difficilement faire un bilan sur l'évolution de la situation du 14e. En revanche, je m'engage devant vous, puisque c'est une première, à revenir quand la question de la sécurité sera au Conseil de quartier pour évoquer l'évolution de la situation et avec un petit peu plus de recul. Maintenant, j'ai compris aussi que votre question concernait la relation d'une manière générale de la police avec la population, que j'ai effectivement, ça fait quelques années que je suis dans la police, à Paris dernièrement, dans les Hauts-de-Seine encore un petit peu plus avant. Je dirais qu'effectivement, on constate qu'il y a parfois une contestation de notre action la plus banale. Excusez-moi de vous couper, c'est moins ça que... Vous voyez, moi, sans avoir de données, j'ai un sentiment qu'on va tout doucement, même si on n'en est pas là, évidemment, dans ce quartier, c'est mieux, mais que du nord-est de Paris, vous voyez, un peu cette tendance légère que je ressens progressivement un petit peu. Vous voyez, un climat, et puis une population aussi en difficulté, évidemment, dans notre quartier où on a parqué un peu, enfin, parler, mais bon, il y a des quartiers où on met plus facilement les gens en difficulté, bon, les gens ont des problèmes familiaux ou autres, hein, enfin, de tout ordre. Et vers Porte de Vanves, que ce soit jusqu'à Raymond-Losseran ou même Lillo, etc., ou vers Port d'Orléans, un peu tout autour,
Moi, je vous dis personnellement, je ne ressens pas ça, mais est-ce que vous sentez une montée quand même de certains enfin, un climat, pas forcément contre la police, mais entre les gens, quoi, entre les locataires, entre une montée des incivilités, je sais pas, une montée des conflits familiaux, une montée des conflits, voilà, ce genre de la rue, quoi, enfin, dans la rue, quoi, enfin, qui amènent pas forcément à des coups de main, vous voyez, à des On peut laisser monsieur le commissaire répondre sur cette question, parce qu'il a voilà, un emploi du temps assez contraint, et je pense qu'il va devoir nous quitter. Non, bien sûr, la composition sociologique a des conséquences sur le vivre ensemble, sur les relations, et naturellement aussi éventuellement sur la délinquance. Mais avant même que ça arrive à des situations de délinquance, oui, je suis comme tout le monde, un observateur de ce qui se passe, et je constate parfois une dégradation des liens familiaux, des liens entre voisins, et que ça se répercute. Alors Dieu merci, pas toujours en termes de délinquance, mais souvent en termes de dégradation de l'ambiance, de dégradation du cadre de vie, de dégradation de ce qu'on appelle d'une manière un peu générique le vivre ensemble. Oui, effectivement, en tant que policier depuis quelques années sur l'agglomération parisienne, c'est un constat que j'ai pu faire, même si je trouve qu'il y a aussi beaucoup de raisons d'espérer. On va peut-être plutôt s'accrocher à ça et faire en sorte et que les situations ne se dégradent pas davantage. Non, mais bien sûr, c'est avoir un sentiment, enfin, de votre côté, ouais, parce que on entend toujours la même cloche. Il y a encore des questions. Merci Michel. Après, il n'est là que depuis un mois, donc c'est un peu dur pour se faire une image complète. Non, mais bon, non, mais tu peux me couper mon micro. T'inquiète pas, on va te couper ton micro, Michel, il n'y a pas de problème. Il y avait une question de Martine, une autre conseillère, qui avait un problème avec son micro, qui demande: y a-t-il une augmentation des violences intrafamiliales dans notre quartier, une augmentation de la délinquance juvénile? Y a-t-il des chiffres disponibles? Alors, j'ai pas de chiffres disponibles là, mais je peux après affiner en fonction. J'avais pas la question, donc voilà, j'ai pas sur les violences intrafamiliales. On a effectivement, c'est un des indicateurs qui pour le coup cette année a été plutôt orienté à la hausse d'une manière générale, parce qu'effectivement, les médias s'en sont fait l'écho, hein, mais le confinement a été une situation particulièrement pénible pour certaines familles, et ça a eu effectivement des conséquences en termes d'intervention, en termes de procédure, c'est pour ça que voilà, la mesure du confinement a eu pour nous un effet très différent selon la nature de la délinquance qu'on analyse. Sur la voie publique, on a d'une certaine manière une baisse très très significative, hein, sur certaines rubriques, vol-violence, on peut avoir des moins 35%, enfin, par rapport à l'année 2019. Mais par ailleurs, sur les violences volontaires faites notamment dans le cadre familial, les chiffres sont plutôt orientés à la hausse. La deuxième question, c'était pas sur les violences intrafamiliales, mais sur les... C'est la délinquance, augmentation juvénile. Ouais, ben, là aussi, je vais un peu manquer de références, hein. Je suis un peu désolé de pas... pour comparer vraiment la délinquance juvénile, le nombre de mises en cause de cette année par rapport à l'année dernière. Bon, c'est des éléments que j'ai pas, mais une fois encore, je reviendrai devant vous ultérieurement pour ces précisions. Et je me permets aussi pour la prochaine, du coup, pour l'organisation de la venue prochaine du commissaire devant le conseil de quartier, peut-être, si vous avez des questions spécifiques comme ça qui demandent une réponse chiffrée, de nous les transmettre en amont, qu'on puisse aussi voir et arriver avec des éléments plus étayés, parce que c'est vrai que là, il y a tellement de questions possibles que c'était un peu compliqué de préparer tous les chiffres en amont. Voilà. Et puis une fois encore, comme je l'ai indiqué, effectivement,
j'ai répondu bien volontiers à votre invitation, en dépit d'une arrivée qui est quand même somme toute récente. Mais une fois encore, c'était l'occasion pour moi, parce qu'on est dans un contexte qui est particulier, c'était quand même l'occasion pour moi de précisément commencer à rencontrer, alors pas de manière directe, mais en tout cas de rencontrer les habitants du 14e pour lesquels je suis amené à travailler pour quelques mois, quelques années. Ok, est-ce que quelqu'un d'autre avait des questions pour... Il y a Maureen, oui, qui a levé la main. C'est ça que j'ai repris. Parce que bonjour, enchantée. Donc Maureen, habitante du quartier Porte de Vanves. Donc merci de répondre à nos questions. Donc petit aparté par rapport, pour rebondir à ce que disait Mimi Roro Michel, en tant que femme, je me sens pas du tout en insécurité dans le quartier. Donc voilà, ça c'est un peu personnel, mais voilà. Et donc je ne sais pas si vous avez le droit de nous communiquer ces informations, mais donc récemment les médias ont beaucoup parlé du métier de policier. Certains ont découvert que c'est un métier très difficile, ou des professions où il y a énormément aussi de suicides, ou voilà, de dépression, etc. Donc moi, je voulais savoir, est-ce que vous allez, en tant que nouveau commissaire, renforcer vos actions, vos formations et sensibilisations, un peu comme voilà, envers les collégiens, mais envers vos policiers, pour justement prévenir ces risques de burn-out, dépression. Donc, est-ce que vous allez avoir du budget pour faire cela? Et inversement, est-ce que vous allez mener aussi des actions et des formations en interne pour prévenir des agissements et des dérives de certains policiers, voilà, comme ce qu'on a pu voir à l'échelle nationale envers des concitoyens? Merci. Merci à vous. Alors, le commissaire de police d'un arrondissement s'inscrit dans une structure hiérarchique, qui est la direction territoriale de Paris. Et je n'ai pas à proprement parler un budget qui me permette de monter des formations. On a une structure de formation qui, elle, a mis en place un certain nombre de dispositifs précisément dans le cadre de la prévention du suicide. L'année 2018 ayant été une année particulièrement dramatique. Donc ça reste un phénomène sur lequel on est très vigilant, sur lequel effectivement l'ensemble de la chaîne hiérarchique est sensibilisé, et avec effectivement des actions de formation qui dépendent de la direction dont c'est la mission exclusive. En ce qui concerne les agissements ou des agissements qui sont naturellement contraires à la déontologie, naturellement, nous sommes tous, les policiers en premier, navrés et choqués de certaines choses, sans rentrer dans le détail de dossiers récents. Donc les comportements qui ne sont pas conformes à la déontologie sont le fait d'une infime minorité. Elle est condamnée par l'ensemble de l'institution, et elle est sanctionnée administrativement, pénalement, le cas échéant. Et croyez bien que notre souhait est naturellement de faire en sorte que ces agissements n'aient plus leur place, et quand malheureusement ils arrivent, ils soient sanctionnés de manière à ce que les gens puissent avoir confiance en notre action. C'est la condition sine qua non pour que vous puissiez, vous, être serein quand vous constatez une intervention de police. D'accord, merci. Personne d'autre n'a de questions pour le commissaire, ou des questions sur la sécurité? Bon. Bah, écoutez, monsieur le commissaire... Oui, je vais juste poser une petite question. Oui. Alors, c'est un peu dans le... ça concerne peut-être un peu plus la sécurité dite alimentaire. J'aimerais, compte tenu du constat qu'il y a quand même des vendeurs à la sauvette de fruits et légumes qui se trouvent régulièrement sortis de métro ou de tramway. J'aimerais savoir s'il y a eu des actions qui ont été faites par la police ou par la mairie pour justement limiter ces ventes.
Bon, ce qui concerne la police nationale, oui, on a une action, contre les ventes à la sauvette, donc qui aboutissent à des interpellations dans la mesure où on ramène les personnes au commissariat avec leurs marchandises et avec une saisie de la procédure, saisie de la marchandise et établissement d'une procédure, pardon. Et donc, oui, c'est une action, mais qui, naturellement, prend place à côté de beaucoup d'autres, et en particulier de lutte contre la délinquance sur la voie publique. Donc, et nous sommes naturellement vigilants sur le phénomène. Alors, pas tant du point de vue de la sécurité alimentaire. Enfin, nous, ce qui nous importe, c'est surtout de mettre un terme à la situation qui n'a pas lieu d'être. Mais c'est une action qui s'inscrit dans le cadre général de notre mission de tranquillité sur l'arrondissement. Renaud? Merci. Je vais être bref. Jusque-là, j'ai écouté. Excusez-moi, juste pour compléter un petit peu, il y a la DSPSP aussi qui mène des actions de prévention dans l'arrondissement. Qu'est-ce que la DCSP? Tout le monde ne connaît pas tous les DPSP. acronymes. La DPSP. Oui, c'est-à-dire, pour ceux qui ne connaissent pas les acronymes, la police parallèle parisienne. La direction de la prévention, sécurité, protection. Ouais. Qui fait partie de la ville de Paris. Voilà. Merci. Qui dépend de la ville de Paris. Renaud? Oui, alors je vais être bref. J'ai écouté avec beaucoup d'intérêt tout ce qui s'est dit jusque-là, mais la dernière intervention sur les vendeurs de fruits et légumes à la sortie du métro, je pense qu'on s'éloigne fortement de ce qui est réellement l'insécurité dans l'arrondissement et dans le quartier. Donc, je dirais, je ne partage pas le point de vue qui a été exprimé sur ce dernier point, du tout. Ces gens-là, pour moi, ont le droit de gagner leur vie, et quelque part, ils contribuent à rendre la vie moins chère dans le quartier, et ils créent une espèce de convivialité qui, au contraire, s'éloigne pour moi plutôt du désert et de l'insécurité. J'ai dit. Merci Renaud. Est-ce que quelqu'un a encore une question au sujet de la sécurité à poser au commissaire Bieler ou aux membres de la mairie? J'ai entendu une main se lever. Ah, Thierry. Oui, non, mais c'est pas vraiment une question, c'est par rapport à ce qui a été dit justement sur la détresse et le suicide de certains fonctionnaires de police. Je pense qu'indépendamment effectivement de tout ce qui pourrait être mis en place, formation, soutien psychologique, etc., c'est le soutien de la population auprès de sa police. Je pense qu'il sera vraiment, qui fera le plus de bien à nos fonctionnaires de police. Ça n'empêchera pas effectivement ce qu'a dit Monsieur le Commissaire, c'est-à-dire ce sont les sanctions pour ceux qui dérapent, et il y a un dispositif prévu à cet effet. Mais je pense que voilà, on a, et ça c'est le citoyen qui parle, on n'a vraiment pas à avoir honte de notre police, et dès qu'on a l'occasion de le dire, il ne faut pas hésiter à le faire. Voilà. Je vous remercie pour ces mots à l'attention de la police et de mes fonctionnaires. Je ne manquerai pas là non plus de leur transmettre. Et une fois encore, c'est un engagement quotidien de l'ensemble de la chaîne hiérarchique pour que la réponse soit la plus pertinente possible, et aussi pour qu'elle soit effectivement à la hauteur des principes qui ont fondé notre engagement. Et vous pouvez compter sur moi pour faire en sorte que ce soit encore et plus que jamais le cas dans le 14e, à l'avenir et pour les années qui viennent, puisque je reste quelques années. Voilà. Renaud? Oui, j'ai une dernière question pour Monsieur le Commissaire, que je remercie beaucoup de ses interventions d'ailleurs, au passage. C'est un point technique, comme quelqu'un a soulevé le rôle de la DPSP. Est-ce que Monsieur le Commissaire sait nous préciser, si je ne me trompe pas, que la DPSP n'a pas de pouvoir de police, et notamment pas celui de demander de pièces d'identité? Alors, une fois encore, la DPSP ne relève pas de mon autorité. Donc, je vais peut-être laisser le représentant de la mairie répondre au nom d'un service d'une direction qui dépend de la mairie. Alors,
ils Il y a un peuvent pas. certain nombre d'agents, malgré tout, pardon, hein, mais du coup, je reprends la parole. Allez-y, Il allez-y. y a un certain nombre d'agents, malgré tout, qui ont une compétence judiciaire qui leur permet quand même de solliciter, notamment dans la perspective d'une verbalisation. Ils ne peuvent pas faire de contrôle d'identité à proprement parler, mais ils peuvent solliciter qu'on leur montre une pièce d'identité, voilà, comme expliqué M. le commissaire, dans une procédure de verbalisation. Bon, de toute façon, la question de la DPSP, une fois encore, ne sera plus à l'ordre du jour, en tout cas quand la police municipale sera mise en place, hein, puisqu'une fois encore, quand le législateur en aura fixé le principe, les agents de police municipaux de la mairie de Paris seront comme les autres agents de police municipale, ils auront une qualification d'agent de police judiciaire, etc., et auront des pouvoirs judiciaires qu'ils exerceront, comme les policiers de la police nationale, sous le contrôle de l'officier de police judiciaire pour les affaires qui le nécessitent et sous le contrôle du procureur de la République pour la partie judiciaire. Bon, c'est plus personne n'a de questions pour le commissaire ou sur la sécurité? Bon, bah écoutez, merci beaucoup, commissaire Billard, d'avoir répondu à nos questions. Vous êtes le bienvenu de rester pour la suite des festivités si vous le souhaitez. Donc voilà, et merci à tous d'avoir posé vos questions, c'était plutôt enrichissant. Avant de passer au point sur des différentes commissions, je voulais revenir sur quelque chose qui s'était passé à la réunion des conseillers il y a 2 semaines. La mairie a proposé un projet d'illumination chez les commerçants. Et la discussion en réunion des conseillers, nous avons décidé de ne pas porter la proposition au vote. Alors je reprends ce que nous avons écrit, parce qu'il y avait plusieurs raisons de ne pas le faire. La forme du projet, le manque de délai, de précision, de transparence sur la nature du projet, et aussi d'autres n'étaient pas sûrs de la pertinence du projet, c'est-à-dire l'impact réel, l'apport réel aux commerçants. Voilà. Bon. Et donc, du coup, nous avons décidé de ne pas présenter au vote. Nous avons pris cette décision en réunion des conseillers, entre conseillers. Voilà. Merci beaucoup. Les commissions. Renaud, la commission circulation, quoi de neuf? Bon, écoutez, je vais essayer d'être bref parce que la discussion précédente, très intéressante, a pris plus de temps que prévu, mais pour notre bien à tous. Sur la circulation, on note quelques résultats enregistrés depuis la dernière tenue en ligne d'une commission circulation, qui est la fin des travaux imminents rue Le Cuireau. Ça, c'est pour notre ami Jean-Marie Michaud qui devrait s'en réjouir. Et également le retrait subit des barrières rue Pierre-Larousse. Alors, la manière dont ça a été fait, je n'épiloguerai pas, mais je note que, encore une fois, après qu'on en ait parlé, le problème a été résolu rapidement. Sinon, on en a parlé en mi-août. Hein. Oui, non, mais on a beaucoup insisté la dernière fois. Il a fallu que 3 conseils de quartier, c'est bien. Voilà, bon, mais j'ose espérer que c'est le dernier qui a décidé la mairie à agir rapidement. Ceci étant dit, nous avons tenu il y a environ 1 semaine une petite commission ouverte à tous, précisons-le, donc c'est une expérience intéressante, au sujet donc, de l'étude lancée par la mairie sur le passage aux 30 km/h. On va donner un aperçu très bref de la teneur et du résultat des discussions que nous avons eues. C'est qu'en fait, si personne n'est réellement opposé en fait, à cette idée des 30 km/h, les avis sont beaucoup plus partagés quant aux conséquences matérielles de la mise en place de cette mesure et surtout de l'obligation qui est due à notre bonne Assemblée nationale de créer des pistes cyclables dans toutes les rues concernées, ce qui n'est pas forcément une idée très brillante si on l'applique partout de manière systématique. Donc le dossier est à suivre et je vais simplement conclure pour le reste des points chauds en matière de circulation dans le quartier, que je dirais, il nous paraît souhaitable d'attendre la fin du confinement parce que beaucoup de phénomènes nuisibles et dangereux sont actuellement fortement atténués
par l'application du confinement et des restrictions de circulation. Donc on remettra ça à l'ordre du jour avec des éléments visuels et chiffrés plus significatifs après la disparition du confinement. Voilà. Est-ce que quelqu'un a une question, une réaction concernant la circulation? Génial. Réal, je ne le vois pas, Réal Angeli. Donc on va... Ça va nous raccourcir le programme. Oui. Ah non, attends, pardon. Non, je le prends le mauvais ordre. La commission Circulivre, Benjamin. Je crois que vous avez eu Circulivre ce week-end. Oui, c'est ça. En fait, on a eu Circuit Livre dimanche. Alors pour ceux qui ne savent pas, en fait, le Circuit Livre a lieu le deuxième dimanche de chaque mois sur le marché Brune. Je tiens déjà à remercier les personnes qui s'occupent du Circuit Livre et qui sont présentes ce soir, notamment Daniel et Michel Cailleul. Et nous avons une pensée pour Patrick Griot qui, pour des raisons personnelles, n'a pas pu être présent au dernier Circuit Livre. Alors le Circuit Livre, c'est des livres qui sont mis à disposition, que les gens peuvent prendre voilà, gratuitement. Il y a à peu près 300 livres qui sont mis à disposition, installés sur des stands. Et voilà, donc le prochain Circuit Livre aura lieu le 10 janvier. Je fais un appel pour les gens présents de se mobiliser s'ils peuvent venir participer. C'est comme ça, c'était juste pour dire qu'il est pas voté. Voilà. Et voilà, donc c'est une expérience très très enrichissante. On est au contact des habitants. C'est un service très très important pour plein d'habitants du quartier qui profitent donc de se fournir en livres. Et voilà, c'est quelque chose un très beau projet qui est porté dans l'arrondissement, mais dans plusieurs autres aussi arrondissements. Il y a des gens qui aimeraient prendre la parole. Pardon, vas-y. Étienne. Renaud, tu avais une question? Ah, attends, je te coupe. Faut remettre ton micro. Renaud, oui, ouvre ton excusez-moi. Benjamin, c'est pas une question, c'est juste pour te dire, comme on s'est vu dimanche, n'hésite pas à encourager les habitants du quartier à venir apporter les livres dont ils ne savent plus trop quoi faire, comme je t'ai rempli ta caisse de science-fiction dimanche matin. Et d'ailleurs, je tiens à te remercier parce que tu as apporté vraiment toute une collection complète d'œuvres de science-fiction avec des auteurs majeurs. Et c'est formidable parce qu'on va pouvoir faire un bac SF voilà, avec. Et pour te répondre, en fait, nous sollicitons évidemment les habitants du quartier à venir déposer leurs livres. Et d'ailleurs, ça nous arrive de nous déplacer chez les gens pour aller les récupérer parce que c'est souvent des personnes qui n'ont pas la possibilité de se déplacer avec autant de livres. Voilà. Tony, tu voulais prendre la parole? Oui, bonsoir. Merci donc d'être là. Désolé tout à l'heure d'avoir coupé la parole à quelqu'un. Je ne savais pas comment procéder le truc, donc je viens de l'apprendre. Je voulais savoir les dates exactes pour le dépôt des livres et j'ai pas entendu tout à l'heure. Alors en fait, le prochain Circuit Livre, c'est le 10 janvier, puisque c'est le deuxième dimanche de chaque mois sur le marché Brune. Mais si vous voulez déposer des livres, en fait, nous stockons nos livres au centre social d'Ido, qui se trouve rue des Mariniers. Alors, je crois que c'est au 15-17 rue des Mariniers. Et là, vous pouvez aller les déposer aux heures d'ouverture du centre. Et ils le mettent dans nos stocks de livres. Voilà. Entendu, Bon. c'est enregistré. Merci bien. Est-ce qu'il est possible d'intervenir? Oh, bien sûr. Je l'entends. Ah, voilà. Il est possible d'intervenir. Bien sûr. Oui. Vas-y, Daniel. Bon, parce que on est passé très vite du premier sujet au Circuit Livre. Le Circuit Livre, personnellement, comme l'a dit Benjamin, je trouve que c'est une superbe initiative. Hein,
qui recueille d'ailleurs beaucoup de suffrages parmi les habitants du 14e, enfin du sud du 14e au moins, et elle permet à des tas de gens, disons, de venir échanger avec nous, nous apporter des livres, et ça c'est fort sympathique parce qu'on en a de plus en plus. J'espère qu'on arrivera toujours à les conserver d'ailleurs, parce que c'est le problème qui va se poser un jour. Mais je regrette qu'on ait passé trop vite sur le point d'avant, qui était le problème en particulier des 30 km à l'heure, et le problème éventuellement de... Parce que, est-ce que, disons, beaucoup d'entre nous, ceux qui roulent un peu en voiture, ont essayé de rouler en permanence à 30 à l'heure quand il n'y avait vraiment personne dans les rues qu'ils fréquentent? Est-ce qu'effectivement, ça a un sens de fixer une vitesse limite maximale à 30 km à l'heure dans toutes nos rues? Moi, je pense que c'est une absurdité totale. Ça ne peut avoir que comme conséquence, effectivement, de voir des accumulations de voitures et faire des bouchons. Ça ne peut... Je ne vois pas l'intérêt. Je pense qu'effectivement, comme lorsque l'Assemblée nationale, enfin, à la demande du Premier ministre, avait dit qu'on ramenait la vitesse sur les routes départementales à 80 km/h, un tas d'élus, de maires de province avaient hurlé en disant « Est-ce que vous croyez que ce n'est pas nous qui devrions régler ça en fixant 80, 90, 70 selon les endroits et en fonction de la dangerosité des choses ?» Je pense qu'à Paris, ça doit être la même chose. Il y a des avenues, il y a des rues, il y a des ruelles, il y a des boulevards, il y a des tas de choses. Et je pense que chez chaque arrondissement, avec son maire, ses élus, ses équipes, qui devraient pouvoir faire un inventaire des rues dans lesquelles il faut effectivement limiter la circulation à 30, autoriser 50, ou bien faire des mesures intermédiaires. Parce que dans le cas contraire, d'abord, je suis convaincu que le 30 à l'heure, on n'arrivera nulle part à le respecter correctement. Et si c'est uniquement pour avoir le plaisir de mettre des flics dans tous les coins de rue pour verbaliser, je pense qu'à ce moment-là, c'est dramatique. C'est bien triste pour notre ville. Voilà, je voulais à tout prix le dire parce que c'est la démagogie, c'est très facile, mais le bon sens, c'est quand même plus intéressant que, disons, la démagogie absolue. Voilà, je tenais à en faire part parce que ça me permettra au moins que ça figure explicitement dans le compte-rendu et que, disons, on en garde une trace. Merci. Merci, Daniel. Du coup, il y a Magali Mèche voulait prendre la parole. Elliot, en fait. Oui, c'est Elliot de Faramond. Derrière. Oui, c'était juste pour apporter quelques éléments sur la volonté de passer à 30 km/h. Évidemment, c'est corrélé aussi à cette volonté sous cette mandature de mieux répartir et de garantir le bon répartissement de chaque espace de mobilité, c'est-à-dire les piétons, les vélos, les bus. Et donc, une vitesse réduite permet de réduire aussi les risques d'accidents ou la gravité des accidents aussi quand il y a malheureusement collision entre piétons ou vélos et ce qui arrive. Sur Paris, c'est vrai que c'est quand même rare d'avoir des pointes de vitesse, et sur la comparaison entre les 80 km/h et sur les routes nationales. Je pense qu'on n'est pas dans la même configuration non plus à Paris que sur des routes de campagne ou dans des coins isolés où les distances sont plus grandes et où là, effectivement, la question se pose sous un autre angle. Voilà. Monsieur de Faramond, je pose une question pour réagir à ce que vous dites. Donc, dans cette même logique, donc, vous allez commencer à mettre des PV aux vélos qui conduisent n'importe comment dans Paris pour éviter les accidents. Alors là, c'est une bonne chose. Là. C'est le cas aussi. Et c'est ce que j'ai dit précédemment sur les objectifs de la police municipale, c'est de faire respecter le bon usage de toutes les mobilités. Donc ça revient aussi à sanctionner les cyclistes qui ne respecteraient pas le code de la route ou qui n'auraient pas un bon usage envers les piétons notamment. Et je pense qu'à ce moment-là, il y a beaucoup de travail. Hein. Il pourrait commencer par ça avant de coller des PV aux gens qui rouleraient à 35 à l'heure. Ah, ça va remplir les caisses s'ils foutent des PV au vélo, pardon. Renaud.
Justement, alors, moi, j'écoute ça, je ne suis pas tout à fait d'accord avec tout, bon, pour différentes raisons, mais je suggère à Elliot de Faramond quelque chose. Peut-être que la mairie pourrait organiser des stages à l'intention des habitants, piétons, vélos et automobilistes. Je le dis dans cet ordre-là, mais ça ne s'applique pas nécessairement comme ça. Je pense que la clé du succès, entre guillemets, de ce genre de choses, c'est pas forcément de passer systématiquement la circulation à 30 et de manière punitive, c'est d'abord peut-être de réhabiliter et de réinculquer aux utilisateurs des chaussées publiques ce qu'on va appeler le sens civique. C'est valable et pour les piétons et pour les vélos, et là je rejoins mon ami Eric, surtout pour les vélos qui ont tendance franchement à se croire tout permis. J'ai dit. Oui, oui. Et là, c'est bien vrai. Sur la question effectivement de la formation, alors il y a déjà des formations qui sont organisées pour les piétons, notamment permis piétons dans les écoles au niveau parisien. Pour les automobilistes, on a aussi des journées de formation alternative, et j'ai oublié la fin du nom, mais qui existent. Et il y a des dispositifs aussi similaires sur les cyclistes qui existent, mais évidemment, il y a une volonté aussi de les amplifier sous cette mandature, et vous avez effectivement raison sur ce point. Il faut allier, je pense, verbalisation et aussi formation pour changer durablement les comportements. Et ça passe par de la sensibilisation et de la formation, comme vous l'avez très justement rappelé. Alors, je voulais juste compléter les propos de mon collègue Elliot. Donc, c'est Zoubir Ghanem. Monsieur Gallet, vous habitez dans quelle rue, dans le 14e? Est-ce que... Ah, si. Non, parce que là, la rue Didot, la rue Raymond-Losserand, moi j'habite rue Pierre-Larousse, j'ai jamais eu autant de voitures qu'avec les dernières modifications qui ont été faites. C'est pas... la pollution, c'est pas l'argument, quoi.
Non. Ah. Bon, allez. Bon, alors du coup, on est revenu sur la commission circulation. Est-ce qu'il y a d'autres réactions ou choses à dire sur la commission circulation? Alors, Daniel, Daniel. Ça, c'est dit. Donc, et tu as été entendu, Daniel. Donc, pour la circulation, Circulivre, on avait fait le tour. Génial. Donc, pensez à déposer vos livres pour Circulivre. Nous avons eu le plaisir de relancer 2 commissions la semaine passée, la commission climat et la commission propreté. Étienne, tu nous fais un petit point sur la commission climat? Oui. Alors oui, la commission climat donc, du quartier, elle a été relancée le 5 décembre donc, par Nicole Daguerre et moi. On a décidé donc dans un premier temps de travailler sur la question du compostage dans la ville et les solutions qui étaient proposées aux habitants. Donc on n'est pas forcément des experts du sujet, donc pour bien connaître la problématique du compostage en ce qui concerne ce qui existe dans Paris, en fait, on a contacté Cinda Matmadi, qui est adjointe en charge de la transition écologique, du plan climat, de la propreté et de l'économie circulaire. Et on lui a posé un certain nombre de questions. Donc, elle nous a répondu et elle nous a indiqué qu'elle nous inviterait pour échanger sur les questions. Donc voilà, on vient de commencer. Donc voilà, on relance cette commission. Et actuellement, comme je l'ai dit, on est que 2, mais toute personne est bien évidemment la bienvenue. Donc, voilà, donc si vous voulez rejoindre la commission climat qui pour l'instant focalise ses efforts sur l'écosystème de compostage du quartier, je pense que c'est très intéressant et c'est un beau défi. Donc n'hésitez pas à contacter le conseil de quartier pour les rejoindre. Et j'ai déjà des gens qui sont intéressés, Étienne, je t'enverrai les contacts. Nous avons aussi lancé la commission propreté. Annick, on ne s'est pas parlé aujourd'hui, est-ce que tu veux dire un petit mot dessus ou pas? Je ne sais pas si Annick a un micro. Ah bah si, je sais qu'elle a un micro. Annick? Étienne, peut-être? Sur la propreté, je sais plus. Est-ce que tu veux aussi... Non, durant la réunion qu'on avait fait ensemble, on avait évoqué, donc comme j'ai mentionné tout à l'heure. Oui, j'entends quelqu'un qui parle. Je crois qu'Annick arrive. Ça marche? Oui, oui, c'est bonsoir bon. Annick. On t'écoute, Annick. Oui,
Bon, je suis pas, ça m'embête un peu d'être toute seule sur cette commission propreté, qui n'est pas vraiment quand même ma tasse de thé, voilà. Mais donc, et je ne vais pas parler des crottes de chien parce que bon, c'est c'est un peu, ça peut revenir X fois. Voilà. Alors, je pensais peut-être, pour commencer, m'intéresser à ce qui a été fait il y a quelque temps. Ces bennes comment appelle-t-on ça? Ces containers qui ont été installés pour récolter des vêtements. Et alors, je crois que j'avais envoyé une photo parce que je me disais que je ne pourrais pas la faire passer moi-même. Mais je pense qu'il faut vraiment supprimer ces containers parce qu'ils débordent régulièrement de vêtements, entre autres d'ailleurs, hein, et que je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on a laissé ces containers alors qu'il y a des ressourceries pour les gens qui veulent apporter des vêtements. Il y a des ressourceries, il y en a une. Alors, excusez-moi, je sors du quartier, mais moi, de toute façon, je suis à la limite du quartier. Il y en a une qui est maintenant à avenue du Général Leclerc, où on peut apporter des vêtements et au moins, ça ne débordera pas dans la rue. Voilà. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut faire au niveau de la mairie. J'avais pris qu'une photo de celle qui est rue des Plantes. Il y en a plusieurs rue des Plantes d'ailleurs. Mais enfin, la plus près de chez moi, mais elles sont toutes à peu près dans le même état. Et pourquoi laisser ces containers en fonction plutôt que de les supprimer? Bon, alors, je voulais parler, oui, il y a d'autres problèmes, hein. J'habite en bas de la rue des Plantes. Il y a aussi tout ce qui est jeté par-dessus les grilles de la petite ceinture. Je ne sais pas s'il est possible de faire quelque chose à ce niveau-là. Donc voilà, plein de projets pour la commission propreté potentielle. Donc encore une fois, on vient juste de la relancer, donc on n'est pas encore beaucoup. Donc si vous souhaitez rejoindre la commission propreté, n'hésitez pas à contacter le conseil de quartier, on vous redirigera vers la commission. Merci beaucoup Annick. Est-ce qu'il y a des remarques ou des questions sur la propreté dans le quartier? Du côté de la mairie, il y a... Je voulais peut-être juste intervenir et merci beaucoup Annick pour cet exposé sur les conteneurs à vêtements et le fait que ça voilà, peut-être que ça doublonne peut-être avec les ressourceries. Il y a deux en fait, pour moi c'est deux utilisations ou c'est des vêtements dans deux états différents. C'est-à-dire que dans les ressourceries, on apporte en général des vêtements aussi qui sont toujours mettables finalement et qui vont avoir une deuxième vie, alors que dans les conteneurs, c'est le plus souvent aussi des vêtements dont on souhaite se débarrasser, qu'ils soient troués, enfin plus portables. Voilà, donc on a cette volonté et sur la question des débordements de ces containers, on va non pas les supprimer, mais renforcer leur présence dans l'arrondissement. Améliorer la sécurité aussi en les sécurisant avec des QR codes et sur le fait qu'ils débordent souvent, et ça c'est vrai que c'est un souci, mais c'est pour ça qu'on souhaite en mettre plus pour éviter ces effets de débordement. Et en plus, si jamais vous constatez quand même que voilà, il y a des vêtements qui sont déposés à côté de ces containers, vous pouvez toujours les signaler sur l'application Dans ma rue directement au service propreté et qui interviendront, en général, ils interviennent assez rapidement pour débarrasser voilà, ces petits encombrants. Et sur la question pardon, du jet d'ordures sur voilà, la petite ceinture, ça, la mairie a passé un contrat avec des entreprises d'insertion qui travaillent sur ce secteur-là. Il ne faut pas hésiter, si vous voyez certains secteurs qui sont particulièrement sales ou sujets à un dépôt d'ordures diverses, de nous le signaler, de le remonter, alors soit à SINA, soit au service propreté directement,
et pour qu'on puisse le signaler à cette entreprise avec laquelle nous sommes en contrat pour qu'ils interviennent sur le lieu. Mais il me semble qu'il y avait eu un contrat auparavant pendant un an ou deux et qu'effectivement c'était nettoyé. Même je voyais des jeunes qui s'accrochaient au grillage là pour pouvoir, parce qu'en fait il y a donc le long, et en fait ça fait très longtemps que je ne vois plus personne nettoyer la petite ceinture. Bah, on va le signaler, effectivement, on va le signaler, ouais. Je ne comprends pas très bien cette histoire de vêtements qui sont destinés qui sont destinés en fait à être détruits quoi, dans les containers, si j'ai bien compris. Non, pas du tout. Dans les containers, ils sont pas détruits, ils sont recyclés. Mais c'est-à-dire qu'on va déconstruire le vêtement pour garder la matière brute et en refaire d'autres derrière. Ouais, ouais. Bah, il y a des chaussures, il y a pas uniquement, je vois souvent aussi des chaussures qui traînent à côté. Oui, Et le même recyclage. Bon, bah, évidemment, je pense, après, je ne suis pas expert sur toute la filière Ouais. de recyclage de ces vêtements, mais je pense que les chaussures ont un traitement spécifique. Enfin, les vêtements sont répartis par type et par matière pour pouvoir être traités par la suite. Ok. Quelqu'un d'autre voulait réagir sur la propreté? Il y a Benjamin, tu voulais intervenir? Oui, je voulais juste donner une information sur la propreté. Il y a une initiative qui émane du conseil de quartier Pernetti qui est extrêmement intéressante. En fait, ils font des maraudes de propreté où ils vont ramasser des déchets. Et il y a une initiative de prévention autour de la propreté avec les écoles qui est initiée par une des personnes du conseil de quartier Pernetti. Je vous invite à vous rapprocher d'elle si ça vous intéresse, à vous rapprocher du conseil de quartier Pernetti. Ça, on peut tout à fait organiser des journées propreté, qu'on mettre en lien avec effectivement le conseil de quartier Pernetti. Et puis que l'objectif, si vous êtes motivé et assez nombreux pour faire ce type d'action, évidemment qu'on vous encourage à les porter. Pardon, vous nous encouragez à nettoyer les rues qui ne sont pas propres, c'est ça, monsieur? Je comprends pas. À vous inspirer du conseil de quartier Pernetti qui développe ce type d'action sur la propreté. Après, ça n'empêche pas non plus de signaler soit dans ma rue, soit sur les lieux comme je le disais, sur les lieux petites ceintures et qu'on fasse remonter à l'entreprise avec laquelle on est en contrat. Tout ça doit se compléter. Après, si vous avez envie de développer ce genre de projet, c'est pas une injonction, loin de là, de nettoyer les rues en lieu et place des agents, pas du tout. C'était plus pour des actions de sensibilisation aussi, pas pratique. Voilà. Je taquine, voilà, avec plein de gens qui veulent participer. Oui, il y a Valérie qui a levé la main. Valérie, on t'écoute. Oui, alors moi je voudrais intervenir sur la partie du quartier de la Porte de Vanves, donc que je connais bien, puisque j'habite à proximité. Sur le long du MEL Maurice Noguès, donc j'indique très régulièrement, pratiquement tous les jours, des déchets sur la voie publique, sur l'application Dans ma rue. Bon, c'est vrai que les agents du service propreté intervient très rapidement, mais là, c'est vraiment très récurrent. Donc, il y a un gros problème d'incivilité par rapport à ça. Mais donc, il y a toute cette zone qui est vraiment très, très sale régulièrement. Et il y a un autre souci aussi, c'est qu'il y a des personnes qui laissent des morceaux de pain pour les pigeons. Alors, des fois des baguettes entières, ainsi que des miettes de pain. Ce fait peut faire revenir les rats aussi, donc c'est pas forcément une très bonne chose.
Mais en restant sur tout ce qui est déchets, donc il y a donc comme je disais, le Mel Maurice Noguès, et puis l'avenue de la Porte de Vanves, qui est très régulièrement salie, notamment par des habitants, hein, il faut le dire, qui laissent des encombrants, qui laissent des déchets, qui utilisent les contours des arbres comme des dépôts. Donc voilà, ça c'est très très récurrent tout ça. Si je peux me permettre d'intervenir sur cette question de voilà, du dépôt de déchets sauvages aux endroits que vous avez cités. Ça, évidemment, il y a l'action, et vous l'avez rappelé, des services qui interviennent en général très rapidement, et je pense que c'est à souligner. Et après, il y a une question aussi, évidemment, d'usage, de pratique et de sensibilisation aussi, voire de verbalisation aussi, et ça rentrera dans un des objectifs de la police municipale aussi, voilà, ce que je disais, verbaliser les incivilités, ça rentre dans le cadre de ces incivilités. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions concernant la propreté? Génial. Tout de suite, nous retrouvons Thierry pour un petit point sur la commission circulation sens unique Alésia. Thierry, je crois que ça va bientôt reprendre avec le déconfinement. Voilà, tout à fait, hein, parce que pour l'instant, on l'avait suspendu compte tenu du confinement, puisque nous avons des questionnaires aussi bien à destination des commerçants que des habitants. Donc, il nous a paru opportun d'attendre mi-janvier, lorsque effectivement déjà les fêtes seront passées. Et on pourra effectivement voir avec les commerçants si la mise en sens unique de la rue d'Alésia a eu un effet positif ou négatif. Enfin bref, donc j'ai prévu de reprendre ça avec mon collègue mi-janvier. Merci beaucoup Thierry. Donc pas de point, désolé, sur la commission handicap cette fois-ci. Ce sera pour le mois prochain puisque un conseiller est absent. Je vais faire rapidement le point sur la commission communication. Donc nous avons fait pas mal de choses. Nous avons donc aidé à la relance des commissions climat et propreté. Nous avons aidé la commission circulation à faire son premier direct Facebook sur le Paris 30 km/h qui était plutôt intéressant. Sinon, la vidéo du dernier conseil de quartier du 17 novembre a rencontré un plutôt bon succès puisque on en est à environ 130 vues, ce qui est pas mal à hauteur d'un conseil de quartier qui réunit une quarantaine de personnes. Et nos publications Facebook aussi commencent à avoir un peu plus de traction. Sur Facebook, en parlant avec Jean-François Coffin qui n'est pas là ce soir, nous avons imaginé une opération Noël des commerçants où nous mettons à l'honneur les commerçants sur Facebook, les commerçants du quartier, en prenant leurs photos, en mettant en avant leur spécialité, leur adresse et ce qu'ils font. Donc vous êtes tous invités à nous envoyer des photos de vos commerçants du quartier. Nous serons ravis de leur faire de la pub pour les fêtes. Voilà. Sinon, c'est tout. On avance petit à petit, mais on avance. On est plutôt content. Eric, tu peux dire que nous avons déjà commencé d'ailleurs. Oui, c'est ce que je dis. On a déjà commencé le Noël des commerçants toute la semaine dernière et on en a fait un hier, aujourd'hui, je crois, ou hier. Voilà, et on va continuer. Tant qu'il y aura des commerçants, on continuera à faire la promo des commerçants. Voilà. Une réaction sur la partie communication, peut-être ? Bon. Alors, Thierry, emploi, formation, JO 2024. Un peu des nouvelles, pas de nouvelles. J'ai dit la dernière fois, rien de plus. Hein. Donc, il y a un projet qui se prépare d'un forum sur l'emploi et la formation qui, si tout va bien, verra le jour au printemps prochain et qui sera tourné vers les jeunes et notamment les jeunes exclus. On a beaucoup parlé tout à l'heure de sécurité, mais la meilleure manière de lutter contre la sécurité, c'est aussi tout ce qui concerne la prévention.
et des jeunes des quartiers prioritaires, puisque là, ça sera la cible de ce forum pour les aider justement à remettre le pied à l'étrier conjointement après l'action qui va être menée sur le plan gouvernemental antidécrocheur 16-18, que nous allons aussi donc déployer avec le DL sur le 14e. Donc voilà, sauf s'il y a des réactions à ce sujet-là. Nous allons passer, donc pareil pour JO 2024 et la culture, ce sera pour le mois prochain. Et je ne sais pas s'il y en a, mais donc c'est le moment pour les annonces de la mairie. Est-ce qu'il y a des annonces à faire du côté de la mairie? Eh ben oui, il y a toujours les collectes de denrées alimentaires et de certains types de vêtements à l'annexe organisés tous les mercredis de 11h à 17h. Donc avec un roulement d'association, ça je vous invite à voir sur les différents réseaux sociaux. Voilà, Instagram de la mairie, ça a été partagé. Si vous souhaitez vous y rendre, voilà, on est dans une période où il y a une très forte augmentation de la précarité, des inégalités dues au Covid et puis à des inégalités préexistantes. Donc voilà, c'est très important et puis c'est reversé au profit d'associations qui œuvrent dans le 14e. Et puis également, on avance aussi avec l'ensemble des conseils de quartier, des bénévoles, des habitants et habitantes engagés et qui souhaitent s'engager sur le sujet du réveillon solidaire cette année, qui, alors avec les circonstances sanitaires qu'on connaît, donc s'adapte. Mais on voulait quand même avoir voilà, cet aspect convivial et puis ce point d'accueil aussi pour des personnes isolées ou en difficulté. Du coup, il y aura une distribution de repas chauds à l'annexe qui aura lieu le 31 décembre, donc avec un horaire changé pour s'adapter au couvre-feu de midi à 16h. Donc ce sera de la distribution, donc les gens pourront repartir chez eux avec une boîte, avec entrée, plat, dessert, ou sinon s'installer dans le respect des règles sanitaires. Hein. Il y aura des marquages et avec le respect des 8 mètres carrés par personne dans la salle des fêtes de l'annexe. Et on aura aussi la distribution de boîtes avec des denrées non périssables. Il y aura là un petit pot de confiture, des dates, enfin voilà, des petites choses comme ça qui seront disponibles du coup de midi à 16h. Et après, voir après s'il y a aussi une distribution qui se fera dans les rues du 14e auprès de personnes sans abri. Ça, c'est encore en cours voilà, de réflexion et de calage avec l'ensemble du collectif qui est mobilisé là-dessus. Et si jamais vous souhaitez participer à cette initiative, n'hésitez pas à écrire à l'adresse conseil de quartier @paris.fr. Et puis, on pourra vous rajouter dans la boucle. Des réactions? Ah, Benjamin, une réaction peut-être. Ton micro, Benjamin. Oui, je voulais juste ajouter quelques informations puisque je participe justement au réveillon solidaire. Donc dans la salle annexe, en fait, le respect justement des règles sanitaires fait qu'il y a une jauge de 48 personnes qui seront accueillies. Et évidemment, donc toute l'équipe fera en sorte que tout soit bien respecté. Et effectivement, comme l'a dit Elliot, de 16h à 18h, il devrait y avoir des maraudes pour aller donc apporter des plats aux personnes qui sont dans la rue. D'autre part, je voulais avoir une information concernant le conseil de quartier et la participation financière du conseil de quartier au réveillon solidaire. Est-ce que je pourrais avoir une information dessus? Oui, pardon, quelle information vous souhaitez avoir sur la participation financière? Savoir quel montant notre conseil de quartier a donné au réveillon solidaire
dans le cadre de sa participation. C'était la Mais somme de c'est 1200 euros, il me semble. D'accord. Ça, ouais, 1200 euros. Dans quel conseil de quartier a donné 1200 euros? Il me semble que le conseil Dido a voté en début d'année 2020 la participation au réveillon solidaire à hauteur de 1200 euros. Ah bon, ok. Après, ouais, c'est voté en début d'année pour la fin d'année. Après, on pourra vous faire repasser. Et là, je parle sous le contrôle de Pauline et Gilles, mais on pourra vous faire repasser ces informations-là. S'il vous plaît. Très bien. Merci. Et je vais répondre à un message de J. Villani. Pour la vidéo du 17 novembre, il suffit de chercher conseil de quartier Dido sur YouTube, vous trouverez tout de suite. J'ai mis le lien juste en dessous. Oh, juste tu es pour magnifique, les je intéressés. viens de le voir. Bah écoutez, voilà, le moment des questions ouvertes. S'il y a quelque chose qu'on n'a pas abordé, voilà, c'est le moment. Exprimez-vous. Si vous avez des choses à dire, à demander ou à dire, voilà. Oui, moi j'avais une question pour l'équipe municipale concernant la rue d'Alésia. Bon, indépendamment effectivement des problèmes de circulation, les commerçants qui n'étaient pas fermés ont eu la très mauvaise surprise de voir leur trottoir en travaux. Il y a quelqu'un qui a ouvert son micro, il y a un souffle là qu'on entend. Est-ce que vous m'entendez? C'est- Vous m'entendez? Valérie, on coupe ton micro jusqu'à ce que ce soit à toi. Donc en fait, ils ont eu la très mauvaise surprise de voir qu'il y avait des travaux d'entamer début décembre, ce qui fait que les piétons ne pouvaient pratiquement plus passer. Je crois que c'était les conduites de gaz qui étaient changées ou quelque chose comme ça. Est-ce que effectivement, il ne serait pas opportun de prévoir ces travaux-là dans une autre période que en plein mois de décembre, sachant que les commerçants sont déjà, ceux qui étaient ouverts, étaient déjà dans des conditions particulières liées à la Covid? Qui peut répondre au niveau de la mairie? À la mairie, Elliot, Oui. Zoubir. Alors, de la description que vous en faites, je pense que c'est sûrement des travaux de concessionnaires, que ce soit électricité, eau ou gaz. Est-ce que vous pouvez me dire exactement à quel niveau de la rue d'Alésia se situent ces travaux? C'est lorsque vous descendez la rue Didot, vous prenez tout de suite à droite, et là vous aviez les travaux qui commençaient et qui allaient pratiquement jusqu'au Monoprix. Oui, Donc, alors c'est sûr que c'est un concessionnaire, mais je pense que là-dessus, j'ai pas, en toute honnêteté, j'ai pas tous les éléments ce soir, mais je pense qu'on pourra revenir vers vous avec l'ensemble de ces derniers et plus d'informations. Après, effectivement, il est prévu de coordonner entre tous les concessionnaires en fait les différents travaux qui sont prévus sur l'année à venir pour pouvoir aussi améliorer l'information aux habitants et habitantes. Ok. Quelqu'un d'autre voulait s'exprimer? Valérie, je crois. En fait, c'était pour éventuellement animer une nouvelle commission sur la condition animale, animale en ville. Voilà. D'accord, pour les interdire? Non, je rigole. Ah, pas du tout. Non. Non, pas pour les interdire, pour justement qu'il y ait
que les animaux puissent vivre en réelle harmonie avec les habitants, qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des animaux et qui ont besoin d'espace pour se balader avec eux. Enfin bon, voilà, ça fait partie aussi du vivre ensemble. C'est pas que les humains, il y a aussi les animaux qui comptent. Donc il y a beaucoup de demandes, beaucoup de besoins aussi dans le quartier. Écoute, Valérie, c'est possible. De toute façon, envoie-nous un email. Et je regarderai s'il y a d'autres gens qui sont intéressés par ça et on vous mettra en contact. Et on essaiera de relancer ça. D'accord. Magali? C'est toujours Elliot. Faut que je vous apprenne à changer votre nom parce que c'est insupportable. Alors, écoutez, on arrive à la fin de la réunion, mais on prend note pour la prochaine fois de changer les noms. Non, mais sur la question donc de cette nouvelle commission, je pense que c'est une très bonne nouvelle. Et là, en lien avec ça, on va créer un nouveau parc canin, donc sur les différents parcs situés entre fin de Vercingétorix et la rue Alain. Voilà, c'était juste une petite information. Étienne, donne-toi la parole. Oui, alors je me donne la parole. J'ai une petite question pour la mairie, du coup. Alors, ça a coupé de mon côté, j'ai pas bien entendu la réponse tout à l'heure concernant les travaux. Mais devant chez moi, il y a eu des travaux. Donc, moi, j'habite juste en face de la MP2A, donc rue Didot. Il y a eu des travaux il y a à peu près 2 semaines avec marteau-piqueur pour défoncer un peu le trottoir. Et j'imagine que c'était plutôt une canalisation de gaz. J'aimerais savoir quel est le processus un peu qui permet de prévenir les riverains en cas de travaux comme ça, parce qu'on est quand même, j'imagine, nombreux à travailler en télétravail. Et donc, du coup, ça peut engendrer un certain bruit toute la journée. Donc, c'était juste pour savoir est-ce qu'il y avait des canaux de diffusion d'informations qui existaient. Ça, oui, ça effectivement, c'est vrai qu'en général, on essaie de prévenir le plus possible par boitage dès qu'il y a des travaux dans certains secteurs, les habitants et les habitantes, parce que c'est vrai que ça peut occasionner des gênes, d'autant plus en cette période où le télétravail est extrêmement développé. Après, ça dépend aussi de l'urgence que requiert l'intervention. Et quand l'intervention est très urgente, c'est vrai qu'il y a des fois, on n'a pas forcément le temps de prévenir les habitants et qu'on fait prévaloir ce principe de sécurité quand on intervient sur des canalisations de gaz. Là, c'est pour la sécurité de toutes et tous. Et puis, on se souvient de l'accident rue de Trévise. Et donc, pour prévenir ça, c'est vrai qu'on préfère intervenir très rapidement. Et des fois, ça ne nous permet pas d'avoir une information aussi diffusée aussi largement qu'on le souhaiterait. Mais voilà, mais on travaille là-dessus également. Ouais. Merci. Thierry? Oui, moi je vais faire une remarque, mais qui n'a rien à voir avec le dernier sujet qui a été évoqué. C'était plutôt par rapport aux adjoints maires qui sont présents, ou j'ai envie de dire absents. J'ai trouvé un peu dommage le fait que nous ayons effectivement à l'ordre du jour de notre plénière le sujet de la sécurité, et notamment le sujet sur la police municipale, et que l'adjoint chargé de la sécurité n'ait pas pu être présent. C'est tout simplement c'est un peu la loose quand même, mais bon. On est sur un empêchement de dernière minute, et Didier s'en excuse, et on espère avoir répondu au mieux à vos questions, et on se chargera de lui faire remonter celle-ci. Et puis pour un prochain point avec le commissaire, bien sûr, je pense que Didier sera parmi nous avec grand plaisir pour répondre à toutes vos interrogations et préciser encore plus, si besoin,
les contours de cette police municipale, ses objectifs, ses moyens et ses capacités d'action. Génial. Est-ce qu'il y a d'autres questions, réactions ou quelqu'un a-t-il quelque chose à dire avant que l'on boucle ce conseil de quartier? Génial. Bon, bah écoutez, au nom de tout le conseil de quartier, je vous souhaite à tous et à toutes de bonnes fêtes. Voilà, prenez soin de vous et de vos proches. Et si vous avez raté le début, vous pourrez consulter la vidéo de ce conseil de quartier dès demain sur YouTube en cherchant conseil de quartier d'Ido. C'est très facile à trouver. Voilà, merci à tous d'avoir participé. Bonne soirée.